Alors, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Jean-Louis Genard, qui est philosophe, sociologue, professeur retraité de l'ULB. Il est entre autres rédacteur en chef de la revue Sociologie, mais aussi membre du conseil scientifique du CRESAM. Je pense que la question de l'éthique a été et est au cœur de son travail, et c'est un petit peu par ce biais qu'il a été amené à prendre contact avec le secteur de la santé mentale, et que voilà, il a été invité à de nombreuses reprises à intervenir dans des colloques en lien avec la santé mentale. Il a également travaillé, je pense, la question des politiques publiques en matière de santé mentale. Euh, je vais tout simplement lui céder la parole. Merci Pascal et merci pour cette invitation, une invitation qui m'a surpris et qui m'a touché. Je ne suis pas du tout spécialiste en matière de santé mentale et en plus je ne connais pas si bien que ça Christiane Bontemps. Donc oui, ça m'a touché d'être invité. Avec Christiane, évidemment, on a une chose en commun, c'est qu'on est tous deux sociologues et puis comme tu l'as rappelé, j'ai été invité tous les 3-4 ans à un séminaire, un colloque, et donc on ne s'est pas totalement perdu de vue. Et je dois dire que chaque fois que j'ai côtoyé la Ligue wallonne de santé mentale, le CRESAM maintenant, j'ai toujours été épaté par la qualité réflexive qui était au centre du travail mené par Christiane et par les institutions qu'elle pilotait, et à la fois la qualité réflexive du travail à laquelle s'ajoutait un souci, ou je ne sais pas comment dire, un souci du patient, un souci des usagers, donc quelque chose comme une humanité. Et on a fait en collaboration à l'époque avec la Ligue wallonne de santé mentale et la Ligue bruxelloise aussi de santé mentale, une grosse enquête sur la transformation des politiques publiques avec Jean Demeunk, avec Didier Vrancken, et on a pu vraiment constater la qualité de ce travail, et les deux institutions ont vraiment été des partenaires. Alors pour situer, effectivement, comme tu l'as dit, je ne suis pas spécialiste de la santé mentale, je suis plutôt spécialiste de l'éthique et de la responsabilité. C'est via des travaux sur la responsabilité que finalement j'ai été sollicité dans les milieux de la santé mentale, et cela pour disons trois raisons, ou selon trois axes. Je pense que ça intéresse la santé mentale de savoir comment évolue, comment se situe le partage entre responsables et irresponsables. Et j'ai beaucoup travaillé sur cette question des ce que j'appelle les coordonnées anthropologiques. Et puis, j'ai été sollicité dans des comités d'éthique. Je pense que depuis les années 80-90, il y a une montée des régulations, ce que les Québécois appellent les régulations éthiques. Et donc, on a vu se multiplier des préoccupations éthiques, mais aussi des comités éthiques avec des questionnements éthiques que devaient résoudre les gens qui travaillaient dans le domaine thérapeutique. Et puis le troisième axe qui a justifié ces collaborations, c'est la question de l'évolution des politiques publiques, et notamment sous l'angle de la montée de l'État social actif, c'est-à-dire des préoccupations de responsabilisation. Et donc voilà, en fait, ce qui a justifié les liens entre le domaine de la santé mentale et mon domaine spécifique de recherche sur l'éthique et la responsabilité. Et donc, je propose de construire mon intervention à partir de cela, et en particulier en partant de mes réflexions sur l'évolution des coordonnées, de ce que j'appelle les coordonnées anthropologiques. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais très rapidement, donc mon hypothèse, c'est que on est passé progressivement d'un modèle très oppositionnel entre responsabilité et irresponsabilité, capacité, incapacité, et qu'on est passé maintenant à ce que, et ça rejoint d'ailleurs des choses qui ont été évoquées de manière très différente par Jean Van Emmelreyck, on est passé à ce que j'appelle un continuum anthropologique, c'est-à-dire que les gens circulent sur un continuum anthropologique entre capacité et incapacité, subissent des chocs, régressent, se reprennent en main, ont des ressources, ont des potentialités, et ainsi de suite. Et le vocabulaire pour dire cela,
c'est d'une part, c'est un vocabulaire qui n'était pas présent, ou en tout cas pas aussi présent il y a quelques dizaines d'années, c'est que les gens sont fragiles et vulnérables. C'est la dimension plutôt incapacité, mais ces fragilités, ces vulnérabilités peuvent être des ressources, peuvent être des potentialités, peuvent être des capacités. Donc les gens sont aussi toujours résilients, ils ont toujours du potentiel qu'ils peuvent mobiliser. Donc ils sont jamais ni capables ni incapables, ils sont toujours fragiles, ils ont toujours des ressources. Et pour faire le lien avec la situation actuelle, je ne sais pas si vous avez constaté, mais on n'a jamais à ce point entendu parler communément, ensemble, de responsabilité et de vulnérabilité. Dans les discours politiques, c'est un appel constant à la responsabilité du citoyen qui, comme ça a été rappelé, doit tenir ses distances sociales, doit porter un masque, etc., sachant que les citoyens sont fragiles, donc il faut les contrôler. Ils ne vont pas tous faire cela. Et donc, il y a aussi une montée en puissance parallèle à ce vocabulaire de la responsabilité, de la vulnérabilité, de la fragilité. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que révèle, qu'est-ce qu'annonce, qu'est-ce que promet, puisqu'on est face à une demande de voir vers l'avenir, cette montée de cet arrière-plan anthropologique, donc continuum, fragilité, vulnérabilité, mais résilience, mais potentialité, etc. Alors, je ne vais pas développer les choses, je vais vous donner toute une série d'idées comme ça, en vrac, à discuter. Tout d'abord, je pense que la surprésence de la sémantique, du vocabulaire, de la fragilité et de la vulnérabilité a un gros avantage, c'est qu'il prédispose à se rendre attentif aux souffrances. Ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant, aux petites souffrances, aux troubles par exemple, mais surtout, ça prédispose à une lecture, à la montée de lecture thérapeutique de ce qui se passe et à induire des attentes de réponses thérapeutiques à ce qui se passe. C'est pas la même chose de parler de vulnérabilité, de fragilité, que de parler d'inégalité, que de parler de précarité, que de parler d'exclusion. Et donc, je pense que la montée de ce vocabulaire a des implications et de cet arrière-plan, de cette vision anthropologique, a des conséquences sur les interactions entre les dimensions sociales, politiques, thérapeutiques de ce qui se passe au niveau social. Il y a une montée incroyable, une explosion des problèmes de santé mentale aujourd'hui. Si on lit le soir, j'ai lu la presse ces derniers jours, on parle sans cesse de l'explosion des problèmes de santé mentale et en même temps, on sait que ceux qui sont les plus touchés sont évidemment ceux qui ont certaines caractéristiques identitaires. Les plus affectés sont ceux qui vivent dans un logement compliqué, qui ont moins de ressources, qui ont perdu leur emploi, etc. Et donc, je pense que de manière prospective, et ça a été évoqué par Jean-Marie Lebrec, ça avait été évoqué précédemment, un des enjeux va être de repenser la tension entre enjeux politiques et enjeux thérapeutiques. Comment se situe le travail thérapeutique, le travail de santé mentale par rapport aux enjeux et je crois que ça a été d'ailleurs une préoccupation constante de Christiane Bontemps chaque fois que je l'ai croisée. Je pense que c'était une de ses préoccupations centrales. Deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que comme ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont fragiles sont aussi responsables, eh bien, ils doivent se prendre en charge. Et donc, on risque de voir, et je pense qu'on voit, se développer une sorte de pression aux soins, une sorte d'injonction
d'obligation de se soigner, de faire du soin un projet ou un élément de son projet de vie. Et je fais un parallèle avec un autre domaine qui est le domaine de la culture, le domaine du théâtre-action, par exemple. Le théâtre-action avait au départ des objectifs d'émancipation, des objectifs essentiellement politiques. Et maintenant, on voit de plus en plus, par exemple, les CPS renvoyer des gens qui sont dans le mal-être vers le théâtre-action pour retrouver confiance en soi, pour retrouver de la fierté. Donc, il y a, si on veut, dans le contexte actuel, une ambiance qui porte à une injonction de se reprendre en main, de se soigner soi-même avec une vision donc de type thérapeutique, alors que les problèmes ont peut-être une autre origine. Je crois qu'on voit aussi, on va voir se développer davantage les pathologies, ce qu'on pourrait appeler les pathologies de la responsabilisation, et j'insisterai sur deux types de pathologies. Tout d'abord, il y a les pathologies directes, les pathologies individuelles. Quand les sociologues, je pense à Alain Ehrenberg, font l'histoire des pathologies dominantes, ben, on est passé de la névrose à la dépression. Et maintenant, les pathologies dominantes sont plutôt, deviennent, ou montantes en tout cas, deviennent le burn-out ou l'hyperactivité ou l'hypoactivité. Ce sont des pathologies où on demande à des gens de pouvoir plus, empowerment, de pouvoir d'agir, etc., pouvoir toujours plus, alors qu'ils n'en peuvent plus. Donc, ce sont des pathologies, en quelque sorte, de la surresponsabilisation. Et puis, il y a les pathologies politiques de la responsabilisation. Lorsque l'on a fait nos travaux avec Olivier Cuti, Didier Vrancken, Jean Demeunk sur l'évolution des politiques en matière de santé mentale, une des choses qui nous est apparue, ce sont les effets pervers. Enfin, les gens défendaient évidemment l'ambulatoire, il y a 36 000 bonnes raisons de défendre l'ambulatoire, mais ils en voyaient un certain nombre d'effets pervers, c'est-à-dire que finalement le contexte en venait à favoriser certains types de thérapies, et en particulier par exemple des thérapies courtes, et donc ce qui transparaissait, c'est qu'un certain nombre de pathologies, en tout cas par exemple les pathologies chroniques, les pathologies les plus lourdes, trouvaient plus difficilement à des institutions pour être traitées et nous disait-on, ces gens n'étaient pas suivis et se retrouvaient par exemple SDF. Je pense que maintenant, les politiques de responsabilisation, l'injonction à la responsabilisation au sein des politiques sociales a ce type d'effet. Donc, je ne vais pas développer les choses, mais très rapidement, on sait qu'effectivement, l'accès aux droits sociaux devient de plus en plus conditionnalisé. Donc, des gens perdent cette possibilité d'avoir accès à des droits sociaux. Donc, ils tombent sur les revenus d'insertion, ils passent au CPS, etc., qui également développent des politiques d'accompagnement avec des injonctions à la responsabilisation. Et donc, des gens, finalement, se retrouvent hors des circuits des politiques sociales et sont pris en charge par un secteur qui se revendique aujourd'hui d'être un secteur humanitaire, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, l'humanitaire, c'était pour les pays du Sud, donc les migrants, etc., les SDF, etc. Et donc, il y a là une prise en charge qui revient, qui échappe en quelque sorte aux politiques sociales classiques et qui revient à l'humanitaire, mais aussi à l'urgence en matière de santé mentale, de SAMU social, les maraudes, etc. Donc, je pense que l'insertion du référentiel de la responsabilité au sein du management, mais aussi des politiques sociales, a un certain nombre d'effets qui affectent le champ de la santé mentale. Je crois aussi que la montée du référentiel, c'est un autre point, de la fragilité, de la vulnérabilité, a des effets sur ce que l'on attend des institutions de la santé mentale et des politiques de santé mentale.
puisque les gens sont fragiles, puisque les gens sont vulnérables, il faut développer, ce qui était beaucoup moins le cas auparavant, des politiques que j'appelle des politiques de veille, des politiques de réactivité d'urgence, parce que s'il y a un choc, la fragilité fait que les gens peuvent basculer, peuvent régresser, et donc il faut intervenir immédiatement. Avec la montée du Covid, par exemple, on a vu la multiplication en Belgique, mais plus encore en France, par exemple, des numéros d'appel, avec cette idée de pouvoir de mettre en place des dispositifs qui réagissent immédiatement pour que les gens ne régressent pas, ne soient pas abandonnés en quelque sorte. Donc je ne suis pas en train de critiquer cela, je dis simplement qu'il y a là peut-être une évolution qui est en train de se produire et de s'accentuer, c'est que le rôle des institutions de la santé mentale, qui était au départ, je remonte là loin, de diagnostic et de soins, devient de plus en plus, et Christiane Bontemps dans son exposé l'a évoqué, des fonctions de prévention, d'anticipation, d'information, de veille, de réactivité. Si on se place du point de vue maintenant de la reconnaissance de capacité à des individus que l'on aurait considérés précédemment simplement comme incapables. Qu'est-ce que ça a comme effet et qu'est-ce que ça va entraîner comme effet à l'avenir? Je pense que inévitablement, la question du droit des patients et de la place des associations de patients ne va cesser de s'accroître. Précisément pour cette raison-là, parce que les gens, bien sûr, sont fragiles, mais ils ont toujours, et il faut leur reconnaître, ces compétences, ces capacités. Dans la relation thérapeutique, c'est un autre point, mais qui est lié à ce que je viens de dire, je pense, ça a été évoqué, que les exigences éthiques, c'est-à-dire les exigences de reconnaissance de l'autre, on a parlé, quelqu'un a parlé, je pense, de symétrisation de l'interaction, de la relation thérapeutique, on a parlé de co-construction du soin. Donc je pense que cette exigence éthique de reconnaissance de l'autre, qui n'est pas simplement un incapable, qui certes est fragile, mais il est aussi capable, il est aussi un citoyen. Et donc, va se remettre en question, je pense, la place de l'expertise dans cette relation thérapeutique. Que veut dire une co-construction? Le même problème se pose, enfin problème, c'est pas un problème, le même enjeu se pose en sociologie, par exemple, où se développent de plus en plus des recherches collaboratives, où il y a une reconnaissance des compétences de l'autre, une nécessaire reconnaissance des compétences de l'autre. Toujours dans la même lignée, on assiste depuis quelques dizaines d'années à une reconnaissance des savoirs expérientiels, c'est-à-dire que ceux qui sont passés par la maladie mentale ont acquis des savoirs, ont acquis des compétences, et des compétences qui peuvent être très utiles, parfois aussi utiles que celles des thérapeutes, dans le soin. Je crois que c'est un mouvement qui est très présent, qui est inéluctable, et qui pose, je sais qu'il y a des choses qui se passent en Belgique, il y a des choses qui se passent en France, va se poser la question de la reconnaissance de ces savoirs expérientiels, de l'institutionnalisation de ces savoirs expérientiels, éventuellement de la professionnalisation de ces savoirs expérientiels. Je crois que c'est un enjeu très, très fondamental. Et enfin, toujours dans le même ordre d'idées, ce à quoi on va assister, c'est plus radicalement les fragiles, les vulnérables sont aussi capables, et ces capacités, ces potentialités ont de la valeur. Je pense qu'on est en train d'assister à ce que j'ai appelé une transmutation de l'incapacité en talent. Donc certaines choses, certains comportements que l'on considérait comme, que l'on rangeait du côté de l'incapacité,
deviennent aujourd'hui des talents. Donc, je me suis un peu intéressé à cette question-là, et notamment les pratiques d'entente de voix que l'on attribuait généralement aux schizophrènes peut être considérée comme une ressource, comme une capacité spécifique. On peut donner l'exemple de l'autisme Asperger et ainsi de suite. Donc, une fluidification, une porosité en quelque sorte entre ce qui était auparavant séparé entre capacité et incapacité. Et je ne sais pas si j'ai encore 2-3 minutes. 1 minute? 1 minute, pardon, mon micro était coupé. Simplement, ce que je voudrais ajouter alors, c'est la question de la responsabilité institutionnelle, de la reddition de comptes. Je pense que la question de la responsabilité est devenue centrale dans les politiques publiques et dans le management. Mais là, Pascal, on en a déjà discuté et le CRESAM en discutera encore. En fonction de quels critères les institutions doivent-elles rendre des comptes sur ce qu'elles font? Et les critères, on a parlé de critères quantitatifs, de mesures, etc., sont-ils toujours les bienvenus? Sont-ils adaptés aux intuitions que l'on a sur le soin? Les institutions ont-elles la possibilité de se donner elles-mêmes, de construire, de co-construire elles-mêmes les critères en fonction desquels elles vont être évaluées? Et donc, je m'arrête.